forcément, je vais vous parler de recherche collaborative et je vais, plus précisément de recherche de type collaboratif, parce qu'on va le voir, c'est un terme qui englobe quand même beaucoup de sortes de recherche. Donc par prudence, je vais garder ce terme un peu générique, et je vais aborder ce type de recherche plus précisément en envisageant avec vous la production de ressources pour la formation et l'enseignement de l'écriture, en mettant la focale plus spécifiquement sur la réciprocité des apports entre la recherche et le terrain. Alors, en préambule, j'aime bien commencer en me situant, parce qu'il y a beaucoup d'approches possibles, tout aussi intéressantes les unes que les autres en recherche. Et donc, j'aime bien dire d'où je parle pour commencer. Comme tu l'as dit, Fanny, mais moi, je suis didacticienne du français. Je travaille en sciences du langage. Et mon terrain de recherche, c'est celui de la classe, mais aussi de la formation. C'est évidemment important par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis passionnée par les questions très complexes d'articulation entre la recherche et les pratiques. Alors, on dit souvent la recherche et les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, mais pour moi, il y a aussi l'articulation entre la recherche et les questions de formation. Donc ça fait encore un échelon supplémentaire d'analyse, de travail, de questionnement. Et le paradigme que je privilégie globalement, c'est bien le paradigme de l'amélioration continue des pratiques de recherche, de formation et d'enseignement. Donc on parle souvent du paradigme de l'amélioration continue de l'enseignement, mais à mon avis, en recherche aussi, on se positionne dans ce paradigme de l'amélioration continue, dans le sens où c'est bien, on va le voir ensemble dans le cadre collaboratif, qu'on peut essayer de s'interroger et de faire avancer nos pratiques de chercheurs, de formateurs, d'enseignants. Voire aussi après d'élèves, mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Encore un autre angle que je privilégie, c'est quand je travaille sur l'écriture, mon intérêt porte non pas vraiment sur le produit fini, sur les performances des élèves, mais plutôt sur les coulisses du processus, sur vraiment le processus en lui-même de formation, d'enseignement et d'apprentissage. Donc je vais essayer de décortiquer un petit peu avec vous ce processus dans le cadre de recherche de type collaboratif. Puisque la journée, ou en tout cas ce workshop, porte sur ces recherches collaboratives, je vais me permettre une petite introduction pour essayer de situer les recherches de type collaboratif dans l'ensemble du paysage actuel des recherches en éducation. Donc je vous préviens, c'est juste deux diapos de cadrage, et puis après je vais rentrer dans les exemples et je vais avancer par les exemples. Mais j'avais besoin de ce socle-là pour après situer mon propos et mon travail. Alors, de façon assez globale, quand on regarde les recherches en éducation, on voit que ces recherches tout à fait complémentaires peuvent avoir des visées différentes, et parfois une recherche peut avoir plusieurs visées. On pointe souvent une visée explicative, c'est-à-dire que les chercheurs vont essayer d'expliquer comment les élèves apprennent, d'expliquer pourquoi une pratique enseignante est plus efficace qu'une autre. Donc ça, c'est une visée en sciences de l'éducation, ou de façon plus globale dans les recherches en éducation. Une autre visée tout à fait complémentaire, c'est la description des pratiques, parce qu'on sait que c'est très complexe finalement les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage. Et il y a des recherches qui essayent vraiment de mieux décrire pour les comprendre ces phénomènes d'enseignement et d'apprentissage. Et une troisième visée possible, c'est une visée davantage pragmatique, où on va chercher à transformer les pratiques, à améliorer les pratiques. Si je vous le dis, c'est parce qu'en recherche de type collaboratif, l'axe paradigmatique, il est fondamental, mais il n'exclut pas les autres, et notamment la visée plus descriptive, ou la production en tout cas de connaissances de type descriptif par rapport au phénomène de formation, d'enseignement et d'apprentissage. Alors une autre entrée qui est nécessaire pour moi, ce sont deux critères qu'on voit beaucoup aujourd'hui en
recherche en éducation, qui sont les critères de pertinence scientifique et de pertinence qu'on va appeler écologique. L'écologie, vous vous doutez, ce n'est pas le tri des déchets, etc., en recherche en éducation. C'est autre chose, et je vais le développer un petit peu parce que ça va être fondamental dans mon propos. Quand on évalue des recherches, on peut les évaluer en regardant leur pertinence ou leur validité scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'une recherche est capable d'apporter la preuve, la qualité de la preuve, est-ce qu'elle propose des résultats fiables, c'est ce qu'on appelle la validité interne, ou est-ce que les résultats obtenus, on peut les généraliser à d'autres contextes, avec évidemment beaucoup de prudence, beaucoup de risques et de difficultés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de variables différentes et de changements d'un contexte à l'autre. Ce qui fait que toutes ces questions d'implémentation, d'implantation, ça dépend si vous préférez le terme qui vient de l'anglais implémentation ou le terme plutôt que certains chercheurs francophones privilégient d'implantation, mais c'est la même chose. Mais c'est pour ça que ces questions-là, elles sont très complexes. Quand on passe, par exemple, du laboratoire ou d'une recherche très ponctuelle à quelque chose de plus étendu, eh bien, on n'observe pas spécialement les mêmes résultats. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la pertinence scientifique. Après, il y a un autre critère qui est essentiel, qui est la pertinence écologique. C'est-à-dire que, est-ce que ces résultats qu'on a obtenus et qui semblent pertinents d'un point de vue scientifique, est-ce que ces résultats, ils ont une chance d'être adoptés, d'être mis en pratique sur le terrain, que ce soit la classe ou la formation, parce qu'ils vont être acceptables, utilisables par les professionnels, formateurs, enseignants, ou parce qu'ils répondent, ou je pourrais dire parce qu'ils répondent à un besoin perçu, ou on pourrait dire à un problème qui émane du terrain. Donc ça par exemple, ce sont vraiment deux critères récurrents qu'on voit beaucoup, et notamment que j'ai repris d'une intervention dans un plan national de formation qui avait comme beau titre « Pourquoi et comment renforcer le lien entre l'enseignement et la recherche ?» C'est très complexe, donc on est en plein dedans, je pense, dans le cadre de ce workshop, et même du programme Pégase tel qu'il a été introduit. Maintenant, si je cible plus sur les recherches de type collaboratif, il y a énormément de travaux qui portent sur ces recherches, mais si on essaye d'en faire une synthèse, et notamment dans cette synthèse, je vous renvoie à un article que je trouve vraiment passionnant de Vinatier et Morissette, qui s'intitule « Les recherches collaboratives, enjeux et perspectives ». Et que ce soit dans cet article ou dans beaucoup d'autres travaux, en fait, les points de vue convergent pour mettre en avant des enjeux et des résultats majeurs qu'on peut obtenir grâce aux recherches de type collaboratif. Alors d'abord, le premier enjeu ou le premier avantage de ce type de recherche, c'est bien d'essayer de réduire le fossé qui est souvent constaté, relevé, entre l'univers de la recherche et les pratiques de formation et de classe. Le deuxième enjeu et deuxième intérêt de ces recherches-là, c'est d'augmenter le pouvoir d'agir des acteurs de terrain, parce qu'ils sont vraiment acteurs en tant que tels, et ils ne sont pas simplement personnes qui vont appliquer des choses qui ont été pensées par ailleurs. Ils sont partie prenante de la réflexion et du processus. Ce qui fait que ces recherches amènent à transformer, à enrichir les pratiques professionnelles, mais aussi à enrichir la recherche et les résultats de la recherche. Ça veut dire qu'on est aussi sur des recherches qui permettent, c'est le dernier point, de produire des savoirs scientifiques sur notamment les pratiques effectives de classe et de formation, mais aussi des recherches qui vont être utilisées, et c'est ça que je vais un peu développer là, qui permettent de produire des ressources, mais c'est bien de la production de ressources qui se fait pour le terrain et avec le terrain des formateurs et des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources en circulation, papier, numérique, de toutes sortes, manuels, sites internet et autres, mais elles ne sont pas toujours produites avec le terrain. Et puis il y a un autre critère qu'on va ajouter, elles ne sont pas toujours pertinentes scientifiquement.
Je vais y revenir juste après. Donc tout ça, c'est bien, ça se fait bien dans ces recherches avec une visée majeure qui est celle de permettre aux élèves d'apprendre et de se construire, puisque moi je travaille beaucoup dans l'écriture en tant que sujet scripteur. Alors par rapport à cette question, je fais une petite parenthèse, mais je vais développer après, parce que c'est des questions qui sont beaucoup débattues aujourd'hui. Ces questions, je vous fais la pub pour un ouvrage que je trouve vraiment passionnant, Améliorer les pratiques en éducation, qu'en dit la recherche, vaste question, qui a été coordonnée par Benoît Galland et Michel Janos. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et dans ces différentes contributions, il y en a une que je vais mettre en avant parce qu'elle est proche de mon propos. Il y a notamment certains chercheurs et didacticiens du français qui avancent l'idée que pour influencer positivement les pratiques pédagogiques des professeurs, et notamment des professeurs expérimentés, eh bien, on peut produire des outils qui vont aider à faire une expérience positive de transformation. Donc ce qu'ils disent bien dans leur contribution, c'est qu'un simple apport de connaissances ne suffit pas pour influencer positivement les pratiques. Et que pareil, diffuser des bonnes pratiques en demandant qu'elles soient appliquées, ça ne marche pas, ou peu, en tout cas très peu. Par contre, leur hypothèse, c'est de dire que faire l'expérience d'une réussite est le meilleur moyen, moi je dirais un moyen peut-être parmi d'autres, en tout cas un moyen intéressant, de modifier les croyances et les conceptions des enseignants. Et que pour faire cette expérience positive de réussite, eh bien on peut prendre appui sur des outils didactiques qui ont été construits en appui sur la recherche et en appui sur le terrain. Donc vous voyez, c'est cette conception-là qui met en avant de conception continuée dans l'usage, et surtout l'idée que ces outils doivent être compatibles avec les savoirs disponibles en recherche et avec les pratiques d'enseignement ou de formation. Alors je vais revenir un peu plus loin, mais avant d'y revenir, un mot quand même sur les principes sous-jacents des recherches de type collaboratif, parce que c'est bien de se dire on collabore, etc. Mais il y a quand même des principes sous-jacents qui sont importants à rappeler et qui ne sont pas toujours partagés. Bon. C'est vraiment presque des postulats pour les recherches de type collaboratif. D'abord, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre de cette intervention, parce que c'est fondamental, il y a cette idée d'apport réciproque entre les savoirs issus de l'expérience et les savoirs issus de la recherche. Ce qui signifie que la pratique n'est pas une application de la théorie et que les enseignants, les formateurs, les chercheurs sont tous détenteurs et producteurs de connaissances d'égale valeur, même si ces connaissances sont de nature ou présentent une nature différente. Autre point majeur, parce que vous avez beaucoup de recherches qu'on appelle de terrain, mais les recherches de terrain ne sont pas toujours des recherches qui se font avec le terrain, avec les acteurs de terrain, avec les professionnels et avec leur expertise de professionnels. Donc ça, c'est vraiment un point aussi important. L'idée aussi, c'est que ces recherches amènent à se former et à se transformer, tant en tant que chercheur qu'en tant qu'enseignant ou formateur, et que la qualité, après, de la formation et de l'enseignement, repose pour partie, comme je l'ai dit juste avant, sur des ressources didactiques que personnellement j'appelle robustes. Je vais me permettre une petite parenthèse par rapport à ce terme de robustesse, parce que il est central dans la manière dont j'essaye d'avancer en recherche, mais il me semble qu'il y a aussi des enjeux assez forts aujourd'hui par rapport aux critères de qualité des ressources.
Alors, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, il y a énormément, comme je le disais en introduction, énormément de ressources ou d'outils disponibles. Ce qui fait qu'on est toujours en train de se demander, mais comment on va choisir ces ressources? Quelle ressource est pertinente, plus pertinente qu'une autre? Et notamment en tant que formateur, souvent, les enseignants nous demandent, bah, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce manuel, de cette ressource, etc. Et ce n'est pas toujours facile, en tant que didacticien, de prendre appui sur des critères. Ce n'est pas toujours facile non plus, en tant que didacticien, de se donner des critères de qualité pour la production de ressources dans lesquelles on est impliqué, ou la production dans laquelle on est impliqué. Donc vous voyez, c'est vraiment un questionnement sur la qualité. Et ce critère de qualité, en didactique, il s'ancre finalement dans tous ces travaux d'ingénierie didactique qui n'utilisent pas spécifiquement parfois ce terme de robustesse, ou parfois ce terme de robustesse ou de ressources robustes ou d'outils robustes, on le voit mais pas bien défini, de façon un petit peu floue. Mais ce qui est sûr, c'est que quels que soient les travaux en ingénierie didactique, et je fais notamment référence à des travaux déjà assez anciens des Genevois, alors là je tends la perche après à Roxane qui va faire l'intervention suivante, où on voit bien que dans leurs prototypes successifs, dans leur production d'outils, eh bien ils essayent de tendre vers une double exigence, qui est une exigence à la fois scientifique et une exigence écologique. Et vous voyez, on retrouve les deux critères de pertinence ou de validité pointés au début. Et finalement, c'est quoi une ressource didactique robuste? Eh bien, c'est une ressource ou un outil qui répond à cette double exigence. Je vais vous le montrer, je vais l'illustrer un peu plus loin, mais je développe encore un tout petit peu. Mais c'est vraiment important parce que cette robustesse, c'est pas simple. Et c'est plus simple pour moi, en tant que chercheuse, de produire un article scientifique, où je m'inscris dans la pertinence scientifique, que de produire un outil qui répond à la fois aux exigences de terrain et aux exigences de la recherche. Donc ça, produire ces ressources-là, c'est un vraiment long processus. On en parlait avec Catherine Brissot là, tout à l'heure à la pause. Donc c'est pour ça aussi que c'est complexe, c'est notamment parce que ça prend beaucoup de temps, mais pas seulement. Une autre source là de difficulté, c'est que cette robustesse, et si ça vous intéresse, je vous cite une phrase d'un petit article où j'ai essayé de creuser cette question-là, elle ne peut s'obtenir via deux étapes distinctes qui seraient d'abord la pertinence scientifique et après on s'occupe de la pertinence écologique. En fait, on a vraiment besoin d'un emboîtement et de la mise en œuvre conjointe de ces deux exigences qui sont posées et pensées dans leur complémentarité et qui doivent faire l'objet d'une coordination. Vous voyez, ce n'est pas deux phases différentes, c'est d'emblée, dès qu'on se lance dans la production de ressources, on doit mener de front cette double exigence. Alors je vais continuer à illustrer, approfondir mon propos, mais aussi l'illustrer par deux exemples. Et dans cet approfondissement, puisque ce qui nous avait été demandé, c'était le pourquoi des recherches de type collaboratif, mais aussi comment se déploient ou sont menées ces recherches. Donc je vais essayer de répondre à cette question du comment au travers de deux exemples. Le premier exemple, c'est une recherche collaborative qui a été mise en œuvre suite à la recherche Lire-Écrire CP, où, que ce soit pour l'axe écriture, l'axe lecture, étude de la langue, en tant que chercheur, on s'est dit, voilà, on a produit des super résultats, mais ce n'est pas pour autant que ça en fait des ressources pour la formation. Et donc, à plusieurs chercheurs, on a lancé un deuxième temps de recherche de type collaboratif pour produire des ressources. Et on a abouti à la production de ressources en ligne qui sont disponibles sur le site Alain Savary, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Donc ce sont comme des boîtes à outils. Donc vous avez la boîte à outils compréhension qu'a coordonnée Marie-France Bishop, la boîte à outils étude de la langue qu'a coordonnée Patrice Gourdet et la boîte à outils écriture que je vais un tout petit peu détailler. Je ne vais pas vraiment détailler
en fait, ce que vous allez y trouver, parce que vous allez, si vous ne la connaissez pas, vous irez voir, mais je vais plutôt détailler le comment, c'est-à-dire comment on a procédé pour arriver à cette production. Oui, c'est pour ça que je me situe du côté du processus et des coulisses. Alors concrètement, juste un mot sur le concret pour que vous compreniez après le propos. Donc il y avait ces résultats de la recherche, on s'est dit qu'il fallait s'engager en tant que chercheur, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est discuté. Est-ce que finalement c'est le rôle des chercheurs de s'engager dans la production de ressources, ou si c'est quelque chose, c'est un objet qu'on laisse aux professionnels du terrain. Et les avis sont discutés, partagés. Entre André Tricot et Thual notamment, par exemple, les points de vue ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, bon, ça a démarré par une formation, des CPC sur les outils et les résultats de la recherche Lire Écrire en matière d'écriture, une présentation du projet de production de ressources. On a formé une équipe de volontaires, on a continué à se former de façon plus approfondie en croisant les apports de la recherche Lire Écrire et d'autres apports de la recherche, donc d'autres apports de travaux existants dans plusieurs disciplines de recherche. On a aussi fait une synthèse collective des besoins du terrain et ça a donné cette question, si on prend sérieusement en compte les résultats de la recherche et les besoins de nos terrains, eh bien, quid alors pour la formation. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ce double croisement scientifique et terrain. Et ça a donné lieu à des choix de projets qui faisaient sens pour les uns et pour les autres et qui prolongeaient la recherche. Mais vous voyez, ce n'est pas le chercheur qui a dit on va faire un dispositif sur l'encodage de phrases. Non, c'est vraiment collectivement et les CPC principalement, il n'y avait pas que des CPC, des inspecteurs, des personnes du pôle formation, qui ont décidé des choix qu'ils allaient faire, mais qui correspondaient évidemment aussi aux résultats, enfin qui entraient en écho aux résultats de la recherche. Et puis on s'est lancé dans un temps très long d'élaboration progressive, tâtonnante, par des ajustements successifs, des va-et-vient, des essais sur le terrain, des recontextualisations diverses, avec une attention particulière, je vais y revenir, sur les variations. Tiens, mais quand tel formateur ou tel autre déploie ce module, pourquoi ça change ? Quelle variation ? Est-ce que ça modifie finalement les objectifs qu'on s'était donnés ou pas ? Et en quoi ces variations sont du coup acceptables, intéressantes et méritent d'être renseignées en tant que variantes possibles par rapport à la conception initiale qu'on avait faite. Et puis évidemment, une attention aussi aux obstacles et aux besoins qui ont émergé. Donc c'est tout ce principe de conception continue dans l'usage. Donc vous voyez, ça a donné lieu à cette boîte à outils. Vous irez voir sur le site. Je vais continuer dans mon exemple l'enseignement de l'encodage de phrases. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais je n'ai pas le temps de tout faire, donc je vais creuser celui-là. Alors, je vous parlais de cette production de ressources robustes pour l'enseignement et l'apprentissage de l'écriture. Là, sur cette boîte à outils, c'est principalement sur le cycle 2. Eh bien, le premier principe sur le comment on s'y prend, eh bien, vraiment un principe fondamental, c'est que tous les acteurs impliqués, que ce soit les chercheurs, les enseignants, les formateurs, on est dans une démarche de pas de côté et de distance critique. Parce qu'il faut s'intéresser aux autres logiques que la sienne. En tant que chercheur, mais il faut à la fois tenir l'exigence de la recherche, donc vous voyez, c'est ce qu'il y a là à gauche, on doit répondre aux exigences de scientificité en cohérence avec la recherche, donc ça il faut le tenir, et on en est quelque part le garant en tant que chercheur, donc c'est intégrer les objets de la recherche, lire, écrire, mais beaucoup d'autres travaux, choisir évidemment une approche méthodologique, etc. Mais il faut qu'on s'intéresse et qu'on fasse des pas de côté en tant que chercheur pour comprendre les exigences du terrain, et vice-versa, les acteurs du terrain doivent quelque part comprendre et intégrer les exigences de la recherche, ce qui n'est pas simple. Et c'est là qu'on voit bien qu'on a besoin de la collaboration et des acteurs et des compétences multiples, parce que ça, on ne peut pas le faire seul. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est garant de tout. On a chacun nos compétences, mais c'est la complémentarité, évidemment, de l'ensemble qui est important. Et par exemple, sur le terrain, je lisais là, dans le bouquin que je vous ai... dont j'ai fait la pub juste avant, il y a beaucoup de travaux sur l'implantation et l'implémentation. Et quand ils étudient les facteurs
qui impactent l'implantation et l'implémentation, on retrouve notamment beaucoup de choses qui correspondent à ces exigences de terrain. Donc par exemple, travailler avec le terrain, répondre à des problèmes, à des besoins de terrain, partir de ce qui se fait du terrain et veiller à la concordance. C'est-à-dire que ce qu'on va produire ne doit pas être trop éloigné, pas en dissonance par rapport à ce que fait le terrain. Prendre en compte l'expertise professionnelle, prendre en compte toutes les contraintes du terrain. Donc vous voyez, c'est très exigeant tout ça, et c'est pas facile du tout. Donc, vous voyez, ça c'est le premier principe. Deuxième principe que je vous ai déjà pointé, c'est cette équipe mixte et le respect des compétences et des rôles spécifiques qui se mettent en place par des interactions et ce que certains appellent dans les recherches collaboratives une complémentarité polyphonique. Donc par exemple dans notre cas, il y avait au sein de notre équipe écriture des enseignants, des formateurs, des personnes du pôle formation, des inspecteurs, des chercheurs, mais en plus il y avait l'équipe du Centre Alain Savary et les autres équipes, notamment l'équipe compréhension et l'étude de la langue. Et c'est bien l'ensemble, vous voyez, qui nous faisait avancer. Alors hop, je passe sur ceci. Autre principe important, c'est la prise en compte des destinataires et le choix finalement de situations abordables, rentables, plutôt que de chercher avant tout l'innovation. Parce qu'en fait, au début, le choix qu'avaient fait les collègues, c'était de produire une ressource sur l'évaluation de la production d'écrits au CP, parce qu'il y avait des demandes de formateurs sur cet objet-là. Puis plus on avançait, plus on s'est dit, en fait, on va produire des outils d'évaluation, mais ils ne vont pas être utilisés parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'enseignants de CP qui produisent des textes au CP. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, de représentations qui font obstacle. Du coup, on s'est dit, bon, plutôt production d'écrits courts. Il y a déjà pas mal de choses qui existent sur les écrits courts, donc ce n'est pas très utile. D'où on est arrivé à un scénario sur l'encodage de phrases. Et un scénario sur l'encodage de phrases avec la focale de phrases choisies par l'enseignant, parce qu'on voyait bien que si chaque élève choisissait la phrase à encoder, dans les faits, c'était très complexe à gérer pour les enseignants, et donc ils le mettaient moins en œuvre. Donc vous voyez, on recherche vraiment un compromis entre les résultats de la recherche et l'utilisabilité sur le terrain. Alors je passe ceci. Et parmi les points de vigilance, parce qu'on essayait d'avoir, eh bien, on les a formulés en écueils à éviter. Par exemple, on s'est dit, il ne faut pas que ce qu'on produise ce soit élitiste ou réservé aux initiés qui, par exemple, font déjà beaucoup de production de texte. Il ne faut pas que ce soit éloigné des besoins effectifs, ça doit être utile. Il ne faut pas que ce soit éloigné des apports de la recherche, pertinents scientifiquement. Pas que ce soit déjà produit parce que sinon ça ne répond pas à un manque. Il ne faut pas que ce soit trop coûteux ou peu ergonomique parce que sinon on a besoin d'outils maniables, raisonnables, utilisables. Pas rattachés à un seul contexte parce que sinon, dès qu'on change de contexte, eh bien, ça peut ne plus fonctionner. Donc on a besoin de croiser les points de vue et puis pas épuisant pour nous parce qu'on a tous beaucoup de travail, de missions, d'engagement. Donc il fallait que ce soit faisable en 4 ans tout de même. Ça prend 4 ans tout ça. Bon. Alors autre principe majeur que je tiens là à illustrer, je l'ai mis dans mon titre, c'est cette idée de réciprocité entre les apports de la recherche et du terrain. Plus on avançait sur l'encodage, plus les personnes, que ce soit les chercheurs, les formateurs, nous disaient « mais c'est quoi finalement l'encodage ? Qu'est-ce qu'on entend par encodage ?» Parce qu'il y a beaucoup de définitions proposées pour le décodage, mais nettement moins pour l'encodage. Et là, on s'est dit « mais plutôt que d'apporter une définition théorique, on va partir des pratiques effectives d'encodage dans les classes, donc c'est des heures et des heures d'observation des classes de CP, et puisqu'on est dans une approche qu'on veut explicite, dans un enseignement explicite et procédural de l'écriture, eh bien, on va définir l'encodage de façon procédurale. Et vous voyez, on est arrivé à une modélisation, mais à partir des apports du terrain et des pratiques effectives de ce que c'est les procédures d'encodage. Et on a essayé de les déplier. Vous retrouverez tout ça notamment dans le guide pour enseigner la préparation de l'écriture ou même sur le site internet de l'IFE. Alors le deuxième exemple, et je vais finir et je vais aller assez vite avec celui-là,
Eh bien, c'est la production de ce guide pour enseigner la préparation de l'écriture au cycle 2, encodage, copie et production d'écrit. Alors, je vous ai mis une petite flèche en dessous parce qu'il faut quand même, quand on dit que c'est long ce processus, il faut être conscient que ça, c'est 6 ans de travail spécifique pour aboutir à ce guide. Donc, on part de quoi? De tas de recherches, de résultats de recherche convergents dans différentes disciplines scientifiques, sciences du langage, psychologie, didactique, et on essaye, principalement dans le cadre d'un projet CARDI, de passer de l'opérationnalisation cognitivo-verbale d'anticipation scripturale, donc vraiment l'objet théorique en recherche, à comment on enseigne la préparation de l'écriture dans les classes pour arriver à ce guide. Donc vous voyez, c'était 6 ans pour effectuer ce transfert, quelque part, cet objet, cette ressource susceptible de faciliter l'implémentation. Et donc, eh bien ça s'est fait par énormément d'ajustements successifs, de va-et-vient. On a travaillé avec beaucoup de classes, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'écoles pour à chaque fois réajuster le travail. Et finalement, ce qui a été fondamental dans notre travail, ce qui nous a vraiment permis d'avancer, c'est le croisement de pratiques. C'est le questionnement sur les variantes possibles. C'est-à-dire que plus on avançait, plus on demandait aux enseignants du CP au CE2, parce que le guide, pour répondre aux besoins du terrain, c'est bien sûr tout le cycle, parce qu'il y a des classes à niveau multiple, parce que les enseignants ont besoin de faire une programmation échelonnée sur plusieurs années pour pouvoir travailler en équipe. Donc on demandait par exemple à tous les enseignants de travailler sur l'encodage de phrases. Puis ils se filmaient, ils s'enregistraient, ils regardaient en amont de nos séances de travail ce que ça donnait, et on comparait, on croisait les variantes en les interrogeant, avantages, inconvénients, et toujours dans l'idée qu'est-ce qui est fondamental et qui va être la base incontournable du travail et quelles variantes on peut proposer parce qu'elles permettent de la souplesse par rapport aux besoins différents des contextes. Voyez, bon. Dans cette idée de controverse qu'on met souvent aussi en avant aujourd'hui. Et je vais faire un lien avec un texte de Sébastien Delis et Benoît Galland qui, moi, me parle beaucoup. Alors, je ne vais pas tout lire vu que le temps passe et que je dois presque en être à ma conclusion. D'abord, vous le lirez si vous intéresse, mais il met en avant le fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt ce qu'il faut proposer, c'est plutôt justement des boîtes à outils, un ensemble de pratiques plutôt qu'un dispositif fermé. Et puis, ce qu'il met en avant, c'est, comme le souligne, ce qu'il met en avant le Bressou, l'efficacité des pratiques pédagogiques est relative. En effet, une pratique n'est jugée efficace que comparativement à une autre qui le serait moins. À cette fin, nous pensons que l'enjeu pour la recherche n'est pas tant de distinguer les pratiques efficaces de celles qui ne le sont pas, mais de documenter les conditions de l'efficacité de ces pratiques, et notamment par rapport à ces variantes, vous voyez, possibles. Dans quel contexte elles ont fonctionné, pas fonctionné, avec quel type d'enseignants, d'élèves, par rapport à quelle autre pratique sont-elles efficaces. Ces ensembles de pratiques pédagogiques proposées aux enseignants devraient également être décrits explicitement, de façon détaillée, tout en soulignant, et c'est moi qui souligne en gras en même temps, les adaptations possibles pour les rendre suffisamment flexibles afin qu'elles puissent s'intégrer dans l'environnement dans lequel elles s'implantent. Donc vous voyez, cette question de la flexibilité, pour nous, elle s'est jouée sur les variantes possibles. On va retrouver de façon importante dans l'ouvrage. Autre principe important qu'on retrouve de nouveau dans les principes de l'implantation ou de l'implémentation, c'est d'intégrer les préoccupations ou les besoins professionnels. Les enseignants disent on doit différencier, vu les niveaux hétérogènes présents dans les classes, on doit aller vers une autonomisation progressive des élèves, on doit pouvoir programmer sur le cycle. Eh bien, allons-y. Et pour chaque tâche d'écriture proposée, eh bien, il y a des pistes de différenciation, d'autonomisation et une programmation qui est proposée pour le cycle. Autant vous dire que RATS, au début, l'éditeur, ils nous ont dit qu'on était fous quand on voulait faire un bouquin pour un cycle et sur différentes tâches d'écriture. Mais après, ils ont été super encourageants et soutenants. Ils étaient là pour finalement nous pousser à aboutir dans le projet. Mais c'est vrai que ça complexifie beaucoup les choses. Mais les enseignants ont raison.
En fait, ce sont des questions incontournables. Voilà. Et puis, autre point incontournable sur le comment, c'est donner nos références et nos principes de conception explicite. Parce que, de nouveau, les travaux de sciences de l'éducation montrent bien qu'un des critères pour que les implantations ou les implémentations aboutissent, c'est que les enseignants, les formateurs aient accès aux principes qui fondent la ressource ou l'outil ou la pratique ou le dispositif. Vous voyez, donc là, je vous donne un exemple. Et donc, c'est vraiment, par exemple, pourquoi enseigner une démarche d'écriture, comment le bouquin est pensé de façon modulaire, comment ces séquences sont illustrées au plus près de la pratique des classes, pourquoi des séances très guidées, etc. Donc, on a vraiment essayé d'expliciter non seulement dans le cadrage théorique, mais le fonctionnement, finalement, de l'ouvrage. Et pour conclure, vous voyez, cette question de la collaboration, ce n'est pas une mince affaire, mais je pense qu'il est vraiment intéressant de faire le pari de l'intelligence collaborative, mais que cette intelligence collaborative, elle est déclinée en processus de recherche qui doit être balisé, exigeant, et que ce processus de recherche balisé, exigeant, il est indispensable pour produire des ressources didactiques robustes. Alors, autre point, là, que je vais finir là-dessus, un peu plus critique dans le contexte actuel, c'est qu'on nous parle souvent d'outils, de ressources, de dispositifs, et qu'il y a quand même beaucoup de travaux aujourd'hui quand on s'intéresse aux dispositifs, notamment des travaux de sociologues qui sont assez passionnants, mais aussi parfois un peu critiques sur les dispositifs, qui nous montrent l'intérêt des dispositifs et des ressources, mais qui le mettent un peu en tension avec un pilotage stratégique par des changements récurrents et peu d'évaluation précise de l'efficacité des dispositifs successifs. Et je termine par cette citation d'Anne Barrère et Régis Guillon, qui disent « La multiplication des dispositifs peut être considérée en un sens comme une certaine modalité de la réforme de l'école qui ferait l'économie d'une définition globale, mais propose malgré tout des micro-changements permanents. » Toujours susceptibles d'être ajustés, remaniés. L'aspect négatif de cette ère des dispositifs et donc de ces micro-changements permanents est que cette situation peut contribuer fortement à l'impression qu'ont parfois les acteurs de l'école que tout change en permanence, en surface, sans que rien ne change jamais vraiment sur le fond. Parce que ces changements de fond sont bien plus longs, lents et périlleux à obtenir. Merci pour votre attention.